C'était la veille de Noël, une table dressée avec des cristaux étincelants, l'arôme de la dinde rôti dans l'air, une famille apparemment parfaite réunie. Mais en quelques minutes, ce réveillon allait devenir la nuit la plus choquante de ma vie. Mon père s'apprêtait à m'humilier devant tout le monde en disant que je ne méritais pas hériter d'un seul centime. Il n'avait aucune idée de ce que je cachais dans mon téléphone portable. Une fortune de 127 millions d'euros qui allait faire taire toute la table et retourner cette histoire sans dessus-dessous. Si vous voulez savoir comment un fils rejeté est devenu millionnaire en secret et a laissé toute sa famille en état de choc, restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire va vous donner des frissons. Le manoir de la famille Dubois était comme un musée vivant, construit à l'époque de mon grand-père. Aux murs recouverts de boiseries sombres, parquets qui craquaient sous les pas, lustres en cristal hérités de générations reflétant la lumière dorée des bougies dispersées dans le salon. Dehors, le jardin était illuminé de centaines de petites lumières colorées qui clignotaient à différents rythmes, créant une atmosphère magique. Mais je savais qu'à l'intérieur, il n'y avait rien de magique cette nuit-là. L'odeur du réveillon était irrésistible. La dinde rôtie trônait au centre de la table, dorée, croustillante à l'extérieur et juteuse à l'intérieur, assaisonnée avec du romarin, de l'ail et du vin blanc. À côté, un énorme plat de marron sauté dégageait un arôme beurré qui se mélangeait à la douceur de la bûche de Noël, fraîchement préparée, saupoudrée de sucre glace. Le champagne Dom Pérignon, déjà ouvert, exhalait ce parfum intense de bulles fines. C'était une explosion d'odeurs qui, normalement, apporterait du réconfort, mais qui, cette nuit-là, ne faisait qu'accentuer le nœud que je sentais dans l'estomac. La table était impeccable. Une nappe blanche en lin, avec des broderies dorées, recouvrait le plateau en bois massif. Dessus, des plats en cristal de baccarat et de la porcelaine de Limoges reflétaient la lumière des bougies rouges dans les chandeliers. Les flûtes à champagne, parfaitement alignées, tintaient à chaque toast. Cela ressemblait à une scène tirée d'un film de Noël parfait, mais je savais que derrière cette beauté se cachait une atmosphère pesante. Laissez-moi vous expliquer qui sont les personnages de cette histoire vraie qui ressemble à un film. Mon père, Monsieur Henri Dubois, 65 ans, était le centre de tout. Il gardait l'imposante prestance d'un général qui n'avait jamais perdu une bataille. Cheveux grisonnants, impeccablement coiffés, moustache bien taillée, costume Armani bleu marine sur mesure, qui coûtait probablement plus que le salaire de beaucoup de gens pendant plusieurs mois. C'était le genre d'homme qui ne baissait jamais la voix parce qu'il n'en avait pas besoin. Sa simple présence faisait taire n'importe quel salon. Et laissez-moi vous parler de l'arrogance de cet homme. Mon père s'est toujours cru supérieur à tous ceux qui l'entouraient. À table, il ne conversait pas, il pontifiquait, il n'écoutait pas les opinions, il les balayait d'un geste de la main. Quand quelqu'un essayait de le contredire, il souriait, simplement avec dédain, et disait « Quand vous aurez construit ce que j'ai construit, là vous pourrez avoir une opinion ». Il avait cette manie de toujours rappeler à tout le monde ses conquêtes. « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai traversé pour arriver où je suis », disait-il constamment. J'ai commencé de zéro, j'ai travaillé jour et nuit, j'ai tout sacrifié pour la famille. C'était son mantra quotidien. Il transformait chaque conquête en leçon de morale que tous devaient suivre à la lettre. Pour lui, ce dîner n'était pas seulement un réveillon de Noël. C'était une opportunité de plus d'exercer son pouvoir, de rappeler à tous qui commandait. Il se voyait comme un roi dans son château, et nous étions tous des sujets qui devions être reconnaissants d'être en sa présence. Ma mère, Madame Élisabeth, était assise à côté de lui comme une reine silencieuse. Elle portait une robe en soie verte de chez Chanel, simple mais élégante, et un collier de perles Mikimoto qu'elle avait hérité de ma grand-mère. Pendant toutes ces années de mariage, elle avait appris à être l'épouse parfaite pour un homme comme mon père, élégante, discrète et surtout silencieuse quand il parlait. Ses gestes étaient délicats, mais je pouvais percevoir la tension dans ses mains.
Elle réajustait les couverts sans arrêt, comme si rester occupée était la seule façon de contenir ce qu'elle ressentait. Ses yeux trahissaient l'inquiétude, mais sa bouche restait fermée. Elle avait appris, au fil des ans, que remettre en question mon père publiquement était une erreur qui se payait cher. Mes frères étaient à la droite de mon père, comme toujours, côte à côte, comme des généraux fidèles au commandant suprême. Et bon sang, ils avaient très bien appris l'art de flatter le vieux. Pierre, l'aîné, était pratiquement un clone de mon père. Il portait une cravate rouge Hermès qui semblait choisie pour représenter le pouvoir et la tradition. Ses cheveux étaient coiffés vers l'arrière avec du gel, comme s'il se rendait à une réunion d'affaires au lieu d'un dîner en famille. Il avait passé toute sa vie à imiter chaque geste, chaque mot, chaque maniérisme de notre père. Pendant tout le réveillon, Pierre faisait écho aux opinions du vieux comme un perroquet bien dressé. Exactement comme papa le dit toujours, était sa phrase favorite. Il avait compris tôt que tout approuver était le chemin le plus rapide vers le cœur et le portefeuille du patriarche. Sa femme, Amélie, assise à côté de lui, cachait à peine son sourire de satisfaction. Elle savait exactement avec qui elle s'était mariée, l'héritier préféré. Pendant tout le réveillon, elle faisait des commentaires flatteurs sur combien son beau-père était un exemple de réussite et comment son mari suivait les mêmes, pas brillants. Thomas, le Benjamin des hommes, n'était pas en reste dans l'art de la flatterie. Il portait un blazer beige Lacoste et une chemise claire, avec la posture de quelqu'un qui se croyait déjà propriétaire de tout, sans même avoir rien prouvé. Il avait découvert qu'être le bébé de la famille, tout en flattant papa, était une combinaison irrésistible. Thomas avait cette capacité à poser des questions qui gonflaient l'ego du vieux. « Papa, raconte encore comment tu as décroché ce premier contrat, ou papa, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire dans cette situation ?» Il savait exactement sur quelle corde jouer. Sa femme, Camille, portait une robe bordeaux moulante de chez Sandro qui laissait transparaître tout l'orgueil et l'ambition qu'elle portait toujours. Elle s'était mariée en sachant qu'elle entrait dans une famille riche et elle tenait à montrer qu'elle méritait d'y être. Ses commentaires étaient toujours calculés pour plaire au beau-père. Comme vous êtes visionnaire, quelle chance nous avons d'être dans cette famille bénie. Et au milieu de cette symphonie de flatterie et d'arrogance, il y avait moi, assis à l'autre bout de la table, loin de tous. Ma tenue était simple, une chemise blanche bien repassée et un pantalon de costume noir. Je ne portais pas de montre chère, je n'exhibais rien. J'ai toujours préféré la discrétion. Mais cette nuit-là, ma présence semblait déranger plus que n'importe quelle absence aurait pu déranger. Vous voulez savoir pourquoi j'étais traité comme le mouton noir de la famille? Laissez-moi vous raconter comment mon père me voyait. Pour lui, j'étais la grande déception, le fils qui n'avait pas suivi ses traces, qui avait refusé de travailler dans l'entreprise familiale, qui insistait à jouer à l'entrepreneur avec des idées folles. Il n'a jamais raté une occasion de me diminuer, toujours devant tout le monde. Regardez mes vrais fils, disait-il en pointant Pierre et Thomas. Ceux-là ont compris ce que signifie le travail sérieux, l'engagement envers la famille. Et puis, il me regardait avec ce sourire de dédain que je connaissais si bien. Maintenant, celui-là préfère rêver avec des combines farfelues. Pendant des années, chaque fois que j'essayais de parler de mes projets, mes investissements, mes idées, il me coupait avec des phrases comme « Quand tu arrêteras de jouer et commenceras à travailler pour de vrai, là, on pourra discuter. » Ou alors « Tes petites inventions ne paient pas les factures, mon garçon. » Il avait le don de me rabaisser d'un simple regard. C'était comme si j'étais une honte pour le nom de famille, une erreur de parcours qu'il préférait faire semblant de ne pas voir. Au fond du salon, mes neveux couraient en riant, poussant des petites voitures. C'étaient les seules âmes innocentes dans cette atmosphère chargée de tension et d'arrogance. Pendant que je mastiquais un morceau de dinde, sentant la peau croustillante craquer entre mes dents et le goût fort des herbes se mélanger au champagne que je venais de boire, je percevais les regards. Regards croisés entre mes frères et mon père, chuchotements étouffés, sourires en coin. Je le savais déjà, quelque chose était prévu pour moi.
Et alors a commencé le spectacle d'arrogance de mon père. Il a commencé à parler de ses conquêtes, comme il le faisait toujours quand il voulait établir sa supériorité. Vous n'avez aucune idée du sacrifice que ça a été de construire tout ça, disait-il en gesticulant dans le salon. J'ai commencé du zéro absolu. Pendant que d'autres gaspillaient leur temps avec des rêves stupides, je travaillais 16 heures par jour. Ses yeux brillaient pendant qu'il racontait pour la 1000e fois comment il avait transformé un petit commerce en fortune, comme il était visionnaire, comme il était déterminé, comme il était supérieur aux autres hommes de sa génération. Le problème de la jeunesse d'aujourd'hui, continua-t-il, me lançant un regard significatif, c'est qu'ils veulent des résultats sans effort. Ils passent leur temps à jouer avec l'ordinateur, avec Internet. Ils pensent qu'ils vont devenir riches du jour au lendemain. Ils ne comprennent pas que la vraie richesse se construit avec le travail manuel, la sueur et le sang. Mes frères approuvaient tout, hochant la tête comme des marionnettes. Exactement, papa. Vous avez raison, comme toujours. Cette génération ne sait pas ce que c'est que le vrai travail. Alors mon père s'éclaircit la gorge. Le son résonna comme un tonnerre dans le salon. Les conversations cessèrent instantanément. Les enfants, comme s'ils sentaient le poids du moment, arrêtèrent de jouer. Il leva sa flûte de champagne avec la solennité d'un empereur sur le point de prononcer une sentence. Son regard parcourut chaque personne à table, mais s'attarda sur moi avec cette expression que je connaissais très bien, supériorité mélangée à mépris. Avant le dessert, annonça-t-il d'une voix grave et autoritaire, je dois faire une annonce importante. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai déjà parlé avec le notaire de la succession familiale. Mes frères se redressèrent sur leurs chaises, fiers comme des paons, attendant d'exhiber leurs plumes. Ils savaient déjà ce qui allait arriver. Ils avaient probablement participé à cette conversation avec le notaire. Moi, par contre, je sentis mon estomac se serrer. Mon père fit une pause dramatique, savourant ce moment de pouvoir absolu. C'était typique de lui de transformer n'importe quelle annonce en performance théâtrale, où il était le protagoniste incontestable. « Comme vous le savez, continua-t-il, j'ai construit tout ceci de mes propres mains. Chaque pierre de cette maison, chaque centime sur le compte, chaque propriété, chaque investissement, tout le fruit de ma sueur, de ma vision, de ma capacité à travailler quand d'autres se reposaient. » Il fit une autre pause, ses yeux parcourant la table comme un général inspectant ses troupes. Maintenant, le moment est venu de décider qui mérite de donner continuité à mon héritage, qui a prouvé qu'il a le même caractère, la même dévotion, le même sérieux que j'ai toujours eu. Mon cœur commença à battre plus vite. Je savais ce qui allait arriver, mais cela ne diminuait pas l'impact. Alors il me regarda directement, avec ses yeux froids comme la glace, et planta ses mots comme des poignards. J'ai décidé pour l'héritage, et je vais être direct, comme je l'ai toujours été dans la vie. Toi, il pointa le doigt vers moi avec la précision de quelqu'un qui pointe une arme. Tu ne mérites pas d'hériter de quoi que ce soit de ce que j'ai construit. Ces paroles tranchèrent l'air comme une lame aiguisée. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mes frères échangèrent des regards de satisfaction mal dissimulés. Mes belles-sœurs baissèrent les yeux, essayant de cacher leur sourire victorieux. Ma mère ferma les lèvres avec force, comme si elle voulait s'empêcher de parler. Et moi, je sentis le goût du champagne s'aigrir dans ma bouche. L'odeur de la nourriture, auparavant appétissante, me donnait maintenant la nausée. Mais extérieurement, je gardais ma contenance. Mon père n'avait pas terminé. Il savourait chaque seconde de cette humiliation publique qu'il avait orchestrée. Tout ce que j'ai conquis, continua-t-il d'une voix ferme et implacable, ira à ceux qui le méritent vraiment. Tes frères ont toujours été à mes côtés, ils ont travaillé avec moi, m'ont respecté, ont suivi mes conseils, ont compris la valeur du travail sérieux. Pierre et Thomas gonflèrent la poitrine comme des coqs victorieux. Leurs femmes pouvaient à peine contenir leur euphorie. Et toi ? Mon père se tourna vers moi avec le mépris inscrit sur le visage. Tu as toujours préféré jouer à l'entrepreneur. Gaspiller ton temps avec des idées inutiles, avec tes petits plans d'Internet, avec des investissements farfelus que personne ne comprend.
Tu n'as jamais voulu travailler pour de vrai. Tu n'as jamais respecté ce que j'ai construit. Tu n'as jamais valorisé ce que j'ai essayé de t'enseigner. » Chaque mot était comme un coup de poing dans l'estomac. Mais ce n'était pas la première. Une fois que j'entendais ça, pendant des années, il m'avait diminué, humilié, traité comme un raté. « C'est pourquoi, conclut-il avec un sourire cruel, tu n'auras droit à rien, ni à cette maison, ni aux entreprises, ni aux investissements. Rien. Tu te débrouilleras avec tes petits jeux d'ordinateur. » Dans ce moment d'humiliation totale, des flashs de toute ma vie passèrent devant mes yeux comme un film au ralenti. Je me vis à 20 ans, transpirant dans le métro bondé en été parisien, chemise collée au corps, allant donner des cours dans 3 lycées différents le même jour. L'odeur de la craie sur mes mains, le bruit des chaises qu'on traînait, la fatigue dans le corps, qui me faisait mal jusqu'aux os, le salaire qui suffisait à peine à payer le loyer d'un studio exigu avec des murs moisis. Je me souviens des nuits où j'ai dîné seulement de pâtes pour économiser chaque centime. Des nuits blanches passées à étudier des livres de finances et d'économie achetés d'occasion, pages jaunies qui sentaient le moisi, essayant d'apprendre seul ce que personne ne m'enseignait. Je me rappelais mon premier échec, une petite boutique d'informatique dans une banlieue qui fit faillite en moins d'1 an. J'avais investi tout ce que j'avais, rêvé grand, cru que ce serait ma grande chance. Quand elle fit faillite, mon père me dit avec ce sourire sarcastique: « Je t'avais prévenu que tu n'avais pas la tête pour les affaires, mais tu n'écoutes jamais, n'est-ce pas ?» Je me souvins aussi de l'investissement en actions qui s'effondra en quelques mois, emportant tout ce que j'avais économisé en travaillant comme un forcené. Une fois de plus, j'entendis sa voix moqueuse résonner. « Échec comme toujours. Quand vas-tu arrêter de jouer et commencer à travailler sérieusement ?» Combien de nuits j'ai pleuré seul, me sentant inutile, un perdant qui n'arriverait jamais à rien dans la vie. Combien de fois j'ai pensé abandonner, accepter que peut-être mon père avait raison, que je ne valais vraiment rien. Mais je me souvins aussi des victoires secrètes. La première fois que j'ai vu mes actions doubler de valeur, et j'ai crié de joie seul dans mon appartement, sans avoir personne avec qui célébrer. La start-up inconnue, dans laquelle j'avais investi mes derniers 1000 €, et qui, 3 ans plus tard, fut vendue pour des millions à une multinationale. Je me souvins des matins où j'ouvrais mon ordinateur portable et voyais les chiffres augmenter, changeant ma vie silencieusement sans que personne ne le sache. Chaque petite victoire était une pierre dans la construction de ma vengeance silencieuse. Je me rappelais les investissements en crypto-monnaie quand tout le monde disait que c'était de la folie, que c'était un truc de fou. Les SCPI que j'ai achetés quand personne n'y croyait. Les actions technologiques que tous trouvaient surévaluées. Chaque insulte de mon père m'avait rendu plus fort. Chaque humiliation avait été du carburant pour ma détermination. Chaque « tu n'y arriveras jamais » s'était transformé en « je vais prouver que tu as tort ». Et maintenant, à cette table, devant toute la famille, il recommençait. Mais cette fois serait différente. Cette fois, j'avais quelque chose qu'il n'imaginait pas. Pendant qu'il terminait son discours d'humiliation, je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais plus de douleur. Je ressentais seulement une certitude inébranlable. Il n'avait pas la moindre idée de qui j'étais devenu. J'aurais pu exploser, j'aurais pu crier, insulter, faire le plus grand scandale. J'aurais pu jeter ma flûte de champagne à la figure. Mais j'ai décidé d'agir différemment. J'ai décidé d'utiliser l'arme la plus puissante qui existe, la vérité. Je respirais profondément, gardais un calme olympique et lentement sortis mon téléphone portable de ma poche. Mes doigts glissèrent sur l'écran jusqu'à trouver l'application d'investissement. La lumière bleutée illumina mon visage à la table du dîner. Tout le monde me regardait, curieux, sans comprendre ce que je faisais. Mon père fronça les sourcils, irrité parce qu'il devait ressembler à une autre de mes petites bêtises. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il avec impatience. « Je ne parle pas sérieusement ?» Avec un mouvement délibéré et calme, je posai le téléphone sur la table, juste entre le plat de marron et la flûte en cristal de mon père. L'écran était tourné vers le haut, visible pour tous. « Je vous montre quelque chose », répondis-je d'une voix tranquille. Tous penchèrent le cou,
curieux de voir ce qu'il y avait sur l'écran. Et alors ils virent. En chiffres clairs, brillants, impossibles à ignorer, c'était là 127 127 millions d'euros. Le temps s'arrêta littéralement. L'air dans le salon devint lourd, comme si toute l'atmosphère avait été aspirée. Mes frères pâlirent comme s'ils avaient vu un fantôme. Pierre, le qui réussit, resta bouche bée, la fourchette suspendue dans l'air, un morceau de dinde glissant de nouveau dans l'assiette. Thomas, l'ambitieux, s'étouffa avec le champagne, toussa, et ses yeux s'écarquillèrent de choc. Mes belles-sœurs s'entre-regardèrent, incrédules, leur sourire de supériorité fondant comme glace au soleil. Amélie laissa tomber sa serviette par terre. Camille resta bouche bée, incapable de traiter ce qu'elle voyait. Ma mère porta ses deux mains à sa bouche, les yeux se remplissant de larmes de surprise, et, si je ne me trompe pas, de fierté. Et mon père, qui avait toujours eu le dernier mot sur tout, qui m'avait toujours diminué, qui avait toujours su exactement quoi dire, dans n'importe quelle situation, laissa tomber sa fourchette dans l'assiette avec un bruit qui résonna dans le salon silencieux. Ses mains commencèrent à trembler légèrement. Ses yeux restèrent fixés sur l'écran comme s'il n'arrivait pas à traiter l'information. L'homme qui, quelques minutes auparavant, rayonnait d'autorité et de supériorité, semblait maintenant s'être recroquevillé sur sa chaise. « Qu'est-ce que c'est » balbutia-t-il, la voix tremblante, complètement différente du ton autoritaire habituel. Je regardais directement dans ses yeux, ma voix ferme, calme, sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de montrer de colère. La vérité parle d'elle-même. Ma fortune secrète, papa. Je n'ai jamais eu besoin de votre héritage. J'ai construit le mien. Le silence qui suivit fut assourdissant. On n'entendait que le crépitement des bougies et la respiration lourde de tous autour de la table. Personne ne savait quoi dire. Personne ne savait comment réagir. Mon père, qui avait toujours su exactement quoi dire dans n'importe quelle situation, resta complètement muet. Ses mains tremblaient pendant qu'il traitait l'information. L'homme qui, quelques minutes avant, m'humiliait publiquement, me regardait maintenant comme si j'étais un étranger. Pierre fut le premier à essayer de parler, la voix sortant rauque. Mais comment? D'où vient cet argent? Ça ne peut pas être réel. » Je souris pour la première fois de la soirée, un sourire calme et confiant. « Très réel, mon frère. Des années de travail que vous appeliez jeu d'entrepreneur. Des investissements que vous considériez comme projets inutiles. Chaque échec m'a appris quelque chose. Chaque humiliation m'a motivé à travailler encore plus dur. Je repris le téléphone et commençai à naviguer sur les écrans, montrant non seulement le solde total, mais le portefeuille complet et diversifié. Actions technologiques, SCPI, crypto-monnaies, participation dans des start-up, investissement dans des entreprises à l'étranger. Très réel, répétai-je, montrant chaque catégorie d'investissement. Pendant que vous attendiez l'héritage, j'ai construit mon propre empire, silencieusement, seul, sans demander d'aide à personne. Thomas, encore sous le choc absolu, bégaya. « Ça ne peut pas être vrai, tu as toujours été... » « J'ai toujours été quoi ?» interrompis-je, toujours d'une voix calme. « Le raté, le rêveur, celui qui jouait à l'entrepreneur ?» Je regardais mon père, qui continuait en silence, traitant la bombe qui venait d'exploser en pleine figure. « Vous savez ce qui est drôle, papa? Chaque fois que vous m'avez appelé raté, j'ai travaillé plus dur. Chaque fois que vous avez dit que mes idées étaient inutiles, je m'y suis consacré davantage. Chaque humiliation que vous m'avez fait subir a été du carburant pour ma détermination. » Ma mère, les larmes aux yeux, chuchota. « Mon fils, pourquoi? Tu n'as jamais rien dit? Pourquoi avoir gardé le secret ?» Je la regardais avec une tendresse sincère, parce que j'avais besoin de me le prouver à moi-même d'abord, maman. Et parce que, je reportais mon regard sur mon père, je savais qu'un jour arriverait exactement ce moment. Mon père retrouva finalement sa voix, mais elle sortit tremblante, complètement différente du ton autoritaire habituel. Je ne savais pas si j'avais su que tu...
Si vous aviez su, vous m'auriez traité différemment, interrompis-je, me levant lentement de ma chaise. Vous m'auriez respecté seulement à cause de l'argent. Vous auriez arrêté de m'humilier seulement parce que j'étais riche. Ma voix résonna dans le salon, ferme et claire. Ça en dit beaucoup plus sur vous que sur moi, papa. Vous m'avez toujours jugé sur ce que je n'avais pas, jamais sur ce que j'étais. Vous n'avez jamais cru en mon potentiel. Vous ne m'avez jamais donné une chance de prouver ma valeur. Toute la table était sous le choc absolu. Mes frères, qui, quelques minutes avant, se sentaient rois du monde, me regardaient maintenant comme s'ils ne m'avaient jamais connu. Leurs femmes semblaient réévaluer toute la stratégie familiale qu'elles avaient tracée. Pendant des années, continuai-je, ma voix gagnant en force, vous m'avez traité comme le mouton noir de la famille. Vous m'avez humilié, diminué, vous avez douté de chaque rêve que j'avais. Et vous savez ce que ça m'a fait? Je fis une pause dramatique, regardant chaque visage autour de la table. Ça m'a rendu plus fort. Ça m'a appris à ne compter que sur moi-même. Ça m'a montré que la seule opinion qui compte vraiment, c'est la mienne. Je pris mon téléphone et le remis dans ma poche, le geste symbolisant que la révélation était terminée. « Joyeux Noël, famille », dis-je avec un sourire serein. Le mien est déjà complet. Je marchais lentement vers la porte, sentant un poids que je portais depuis des décennies disparaître de mes épaules. Chaque pas était une libération. Derrière moi, il ne restait que le bruit des bougies qui crépitaient et le choc inscrit sur les visages de ma famille. Avant de sortir complètement du salon, je me retournai une dernière fois. Mon père était encore assis, regardant son assiette, les mains tremblant légèrement. C'était la première fois de ma vie que je le voyais vraiment sans voix. « Et papa » dis-je, ma voix résonnant dans le salon silencieux. « À propos de... »